Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce dimanche pour un nouveau numéro de Week Echo, l'émission qui décortique l'actualité socio-économique. Aujourd'hui, nous parlerons de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. 24 équipes africaines prennent part à la phase finale de cette compétition continentale prévue pour se dérouler du 21 juin au 19 juillet. Et au-delà des enjeux sportifs majeurs, puisque c'est le titre de champion d'Afrique de football qui se joue, nombreux sont les enjeux économiques de la compétition. Avec deux confrères, nous allons analyser ces enjeux-là. Et dans le dossier de la semaine, l'ananas a été identifié comme une filière phare pour impulser le développement de l'agriculture béninoise. L'ambition est de porter la production de 400 000 tonnes aujourd'hui à 600 000 tonnes et l'exportation à 12 000 tonnes par an d'ici 2021. Noble ambition certes, mais les goulots d'étranglement sont énormes et vont des conditions favorables à la production, à la conservation du produit, puis à l'exportation du produit. Avec un agroéconomiste, nous allons en parler. C'est donc parti pour ce numéro de Week Echo. Nous démarrons avec le mini-journal, une signature de Nadège Sani. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal. Célébrée le 17 juin de chaque année, la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse est décrétée pour sensibiliser l'opinion publique à l'entretien de l'environnement. Elle rappelle aussi que la protection des terres nécessite un fort engagement de la communauté et la coopération de tous. Cette journée marque aussi le 25e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Elle a lieu dans la ville d'Ankara, en Turquie. César Achadé, Iliat Bokovo, Ulvaïus Balogun. La désertification et la sécheresse sont deux phénomènes climatiques. Si la sécheresse est la conséquence de l'irrégularité des précipitations, la désertification résulte quant à elle du dépeuplement du couvert végétal et de l'aridité des sols. Dans un cas comme dans l'autre, ces phénomènes sont généralement marqués par des températures très élevées. Elles peuvent être naturelles ou dues au comportement de l'homme. L'homme, de par ses comportements, de par les activités socio-économiques qu'il entreprenne dans le milieu, peuvent être aussi à l'origine de la désertification. Je prends un exemple. L'utilisation, donc du point de vue agricole, l'agriculture. Vous savez, nous utilisons aujourd'hui des intrants qui sont des intrants chimiques et qui ne sont pas toujours compatibles avec l'environnement, avec les caractéristiques de l'environnement dans lequel nous émettons ces intrants. Alors, par conséquent, ces intrants utilisés contribuent au dépeuplement des formations végétales, donc les plantes qui sont déjà dans le milieu peuvent commencer à disparaître parce que la substance chimique, les intrants chimiques utilisés par l'homme pour peut-être produire ne sont pas adaptés aux caractéristiques environnementales. On coupe tous les arbres. Vous avez vu dans toutes nos grandes villes des cargaisons de titans et de camions qui acheminent des sacs de charbon vers nos grandes villes. Et dans chaque sac, vous allez compter plus de 30 à 35 arbres. Et c'est des arbres naturels qu'on coupe sans rien mettre en lieu et place. On fait de la monoculture sur de grands espaces. Là, on est obligé d'aller vers la désertification. Ces phénomènes climatologiques extrêmes, aggravés par l'utilisation de certains polluants industriels et agricoles, sont source de dégradation de l'écosystème et de la santé humaine. Lorsqu'on parle de changement climatique, la vie est difficile sur Terre. L'air, on ne peut plus respirer normalement. Il y a certaines maladies qui surviennent. La vie coûte cher, il n'y a pas à manger. Les grands vents que vous avez aujourd'hui, on parle des cyclones qui dévastent tout sur leur chemin. S'il y avait des arbres, là, les arbres auraient freiné un peu ces courants de vent. Si on parle d'érosion qui envahissent, qui détruit tout, sur les cultures et tout, s'il y a les arbres peuvent arrêter les érosions. Les points d'eau n'existent pas. Vous allez voir que les températures sont très élevées. Les sols sont arides. Il fait chaud partout.
Et là, les populations qui ne peuvent pas rester migrent. Donc l'exode rural et les migrations massives. Les animaux sont presque inexistants. Face à la persistance de la situation qui ne rassure guère, la communauté internationale a décidé d'exhorter tout un chacun à en prendre conscience. Ce qui explique le thème de l'édition 2019 de la Journée mondiale de la désertification et de la sécheresse, intitulée « Construisons ensemble l'avenir », une manière de tirer la sonnette d'alarme pour un changement de comportement éco-citoyen. Elles auraient tout donné pour demeurer chez elles, mais certaines personnes, face aux situations de guerre et de violence, n'ont d'autre choix que de tourner dos à leur patrie. Elles perdent leur nationalité pour un refuge dans un autre pays, d'où le nom de réfugiés. Le 20 juin est la Journée mondiale des réfugiés. Estelle Pazou nous propose ce commentaire sur image qui fait un point des réfugiés dans le monde et au Bénin. Les crépitements d'armes, les affrontements, les violences et les situations tumultueuses ont tout fait de pousser les populations à quitter leur pays. Elles laissent derrière elles leurs biens, leur passé et parfois leur avenir. Quand elles arrivent à s'établir dans un pays voisin, elles obtiennent le titre de réfugiés. Selon le rapport annuel de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, les guerres et la persécution ont causé en 2017 le chiffre record de 68,5 millions de personnes déracinées. Parmi elles, 25,4 millions sont des réfugiés qui ont fui leur pays pour échapper au conflit, soit un accroissement de 2,9 millions par rapport à 2016. Partout dans le monde, la Turquie, la Jordanie, le Liban, le Pakistan et l'Ouganda sont les 5 pays qui reçoivent le plus de réfugiés. Le 20 juin, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés appelle donc la communauté internationale à plus de solidarité envers ces personnes. Le thème retenu cette année est « Avançons avec les réfugiés ». De façon schématique, l'institution appelle les communautés et les entreprises à parcourir 1 kilomètre à l'exemple des familles qui sont contraintes à la route de l'exil. Par ailleurs, la Journée mondiale des réfugiés est le signe de la considération du courage et de la persévérance des millions de réfugiés. Au Bénin, on compte à ce jour plus de 1700 personnes réfugiées. Elles viennent pour la plupart du Togo. Depuis 2018, elles sont dotées d'une carte plus sécurisée. Elle a été réalisée avec le Haut Commissariat des réfugiés pour leur permettre de circuler librement. En août 2018, Amnesty International et la représentation du Haut Commissariat des réfugiés ont formé les assistants sociaux pour mieux relever leur niveau de protection des réfugiés. Et selon les autorités, le gouvernement béninois va continuer à veiller à la protection de ces personnes qui, malgré elles, sont contraintes à tout abandonner dans leur pays et leur pays. Le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders, Roagelf, et Plan International Bénin ont lancé lundi dernier une campagne en ligne dénommée Girls Get Equal aux filles l'égalité. Pendant 6 mois, des messages de sensibilisation seront mis en ligne par les membres du réseau pour mettre fin aux inégalités et pour un changement de comportement dans nos communautés. C'était aussi l'occasion pour cette organisation de s'approprier les manuels de procédure et les outils de plaidoyer du réseau. Alexis Kenom, Iliad Bokovo, Judith Tossa. Aujourd'hui dans le monde, 132 millions de filles entre 6 et 17 ans ne sont pas scolarisées. 63% des adultes analphabètes dans le monde sont des femmes. Une fille sur 4 ne va pas à l'école dans les pays en développement. C'est fort de ce constat que le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders, Roagelf, s'est fixé comme objectif de contribuer à l'épanouissement de la femme au sein de la société. D'où le lancement de la campagne digitale en ligne dénommée Girl Get Equal, aux filles l'égalité. C'est une campagne que vous allez observer, si tout va bien, sur les différents médias sociaux. Nous avons un hashtag que nous appelons Roagelf for Girls' Rights.
Nous avons également un autre hashtag qui nous est très cher, Note Different, pour faire remarquer quand même que nous ne sommes pas forcément différents, qu'on est tous des humains et que lorsque l'on arrive à porter ce regard sur la jeune fille que nous sommes ou les jeunes filles avec qui nous travaillons, on n'a pas forcément besoin de faire remarquer que l'inégalité soit flagrante, même si les traditions culturelles ne nous le favorisent pas toujours. 10 ans après sa création, le roi Gelf a décidé de nouer un partenariat avec Plan International afin de mieux réussir ses actions de sensibilisation en direction de la gente féminine qui constitue la cible privilégiée de tout genre d'harcèlement. Lorsque les filles participent aux prises de décision et sont au centre de l'action, généralement ce sont de meilleures actions et il est temps que les choses changent. Il est temps pour nous de donner, c'est-à-dire nous, en tant que société, une nouvelle opportunité et surtout d'établir de nouvelles règles et de créer une ère nouvelle qui permet la participation des filles ici au Bénin, à la CEDEAO, dans mon pays, en Haïti ou encore dans d'autres parties du monde. Et donc pour Plan et pour la Roi Gelf, il n'y aura pas de chemin aussi long, il n'y aura pas de chemin trop long, ni de mur très haut, ni d'obstacles trop grands pour que l'égalité des filles ne devienne pas une réalité ici au Bénin et ailleurs. Pour atteindre son objectif, le Roi Gelf s'est doté d'un manuel de procédure pour l'efficacité de ses actions sur le terrain. Aussi, avec l'appui de la CEDEAO, le réseau s'est-il doté de plusieurs outils de plaidoyer afin d'atteindre les résultats qu'il s'est fixés. Un manuel de procédure, c'est très important dans une structure et nous, en tant que Bureau national CEDEAO, nous constituons une courroie de transmission entre les administrations du Bénin et puis la commission de la CEDEAO. Donc la mise en place de ce manuel de procédure va simplifier et faciliter le suivi de la gestion financière, administrative et comptable du Roi Gelf. Par ailleurs, il convient de noter que le Roi Gelf intervient également pour le renforcement des capacités des jeunes filles et jeunes femmes en matière de leadership. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. La suite de Week Echo, c'est avec Ulvaeus Balogun. Merci à vous, Nadège Sani, pour cette présentation. On retrouve à présent la revue de presse économique avec Lazare Migan. Amis de la revue de presse, bienvenue sur l'information économique de la semaine. Démarrons avec le quotidien La Nation, qui titre à sa une « Patrice Talon et Tony Eloumelou exhortent les jeunes à s'investir davantage ». Deux leaders ayant une même vision de développement de l'Afrique qui se sont adressés lundi dernier à Seme City aux jeunes entrepreneurs béninois bénéficiaires du programme de la fondation Tony Eloumelou. Ils invitent les jeunes non seulement à y croire, mais aussi à s'y engager. Une information que partage le quotidien Le Matin à sa une. Visite du président Tony Eloumelou au Bénin. L'As économique Cotonou-Abuja se renforce. La fondation Tony Eloumelou a pour objectif de financer 10 000 entrepreneurs africains d'ici 2025, soit un budget total de 100 millions de dollars sur 10 ans. En 4 années d'existence, elle a déjà financé près de 4 500 entrepreneurs, dont 68 béninois. Cette année, grâce à ce partenariat, le nombre des lauréats béninois a connu une nette augmentation. Il est passé de 32 en 2018 à 156 lauréats en 2019. Restons dans le domaine entrepreneuriat avec le journal L'Échiquier. Lutte contre le chômage et promotion du volet social du programme d'action du gouvernement. Octroi effectif des subventions financières aux bénéficiaires du projet emploi des jeunes. Le mardi 18 juin 2019, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kérékou, a procédé au lancement officiel de l'opération d'octroi de subventions aux bénéficiaires du projet emploi des jeunes pour le compte de la deuxième vague. Une information relayée par le quotidien La Priorité qui affiche en sa manchette: seconde phase de l'octroi de subventions d'installation du projet emploi des jeunes. 1
638 945 945 francs CFA. Dans son allocution, le ministre a rappelé quelques statistiques. On retient que 26 millions de francs CFA ont été injectés dans la commune de Ouidah, 215 600 000 francs CFA dans l'Atlantique, dans le littoral pour 483 bénéficiaires, 96 600 000 francs CFA, soit pour les deux départements une somme de 312 200 000 francs CFA. Autre information dans cette revue, programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2020-2022. Atteindre 9,2% en 2022, l'ambition du gouvernement Talon. Une information que partagent les quotidiens Le Progrès, Afrique Express et Le Bénin Intelligent. Décision prise lors du Conseil des ministres du mercredi 19 juin 2019. Il ressort de ce document que l'orientation globale pour la période visée reste la poursuite de la transformation structurelle de l'économie béninoise afin de la rendre plus productive et plus solide pour une amélioration substantielle des conditions de vie des populations. Restons avec le quotidien Bénin Intelligent. Pour clore cette revue économique, accord de prêt avec la Banque de développement économique en Afrique. 22 milliards pour moderniser deux universités, l'Université nationale d'agriculture et l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Le Conseil des ministres de ce mercredi 19 juin 2019 a adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt relatif au financement du projet d'appui aux deux universités. Fin de cette revue économique. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine, Lazare Migan. Et sans plus tarder, place au décryptage. Je le disais à l'entame de cette émission, la grande messe du football africain a démarré depuis vendredi dernier. Disputée en Égypte, la Coupe d'Afrique des Nations promet cette année encore d'occuper tous les esprits sur le continent africain. Que gagne l'Égypte à organiser une telle compétition et quelles en sont les retombées pour chacune des 24 nations en compétition? Je suis ce matin avec deux confrères pour en parler. Venance Agodopessi de la Radio Nationale. Bonjour Venance. Bonjour Ulvaeus. Vous allez bien? Ça va très bien. À côté de vous, je reçois Étienne Yemadié du quotidien Le Matin. Bonjour Étienne. Bonjour Ulvaeus. Vous allez bien aussi? Très bien, je me porte comme un chat. Merci à vous. Alors Venance, l'Égypte organise la grande fête africaine du football, ce qui implique un investissement financier pour le pays, mais aussi un retour sur investissement. Bien évidemment, c'est parce que l'Égypte sait que la CAN, c'est une compétition qui lui rapporte en termes donc de retour sur investissement que l'Égypte organise la CAN pour la 5e fois de son histoire. C'est pas la première fois que l'Égypte organise la CAN. Donc c'est un pays qui connaît à peu près les retombées qu'on peut tirer de l'organisation d'une telle compétition. Cette fois-ci, il faut quand même préciser que l'Égypte a eu seulement 6 mois pour se préparer à l'organisation de la CAN, puisque le contexte, vous le savez, le Cameroun qui était prévu pour organiser la compétition n'a pas pu, en tout cas, construire les infrastructures à temps. Donc la CAF a décidé de glisser le Cameroun vers 2021 et d'offrir l'opportunité à l'Égypte. Donc dans l'ensemble, c'est une compétition qui, lorsqu'elle est organisée par un pays, permet à ce pays d'abord de se doter de beaucoup d'infrastructures. Parce que, vous le savez, c'est la première fois que la CAN regroupe 24 équipes. Donc ça suppose plus d'infrastructures. C'est d'ailleurs sur 6 stades que la compétition va se jouer. Donc ça fait plus d'infrastructures sportives, plus d'infrastructures hôtelières parce qu'il faut recevoir plus d'équipes. Il faut recevoir également plus de supporters et autres. Et puis, il y a les infrastructures routières et autres. Bref, je pense que c'est un investissement qui booste l'économie du pays organisateur. Alors, Étienne, le sport, comme le dit Venance tout à l'heure, le sport est considéré alors comme un véritable secteur économique. Évidemment. Aujourd'hui,
le football, sinon le sport en général, n'est plus considéré comme des activités ou bien une activité auquel on peut participer, ne serait-ce que pour se faire plaisir. C'est devenu... c'est un gros business. C'est un gros business. Dans tout le monde entier aujourd'hui, lorsqu'on parle du sport, on parle nécessairement d'argent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, lorsque vous voyez les pays, on parle d'organisation de compétition comme la CAN, tout le monde court pour aller vers la CAF pour déposer sa candidature parce qu'on sait que le retour sur investissement, c'est énorme. Lorsque vous parlez tout à l'heure de l'Égypte, ce que l'Égypte va gagner dans cette CAN, je crois que ce ne serait pas petit, ce serait de gros sous. D'abord, mon ami Venance vient de le dire, en termes de capitalisation par rapport à l'organisation, sur le plan touristique, il y en a qui iront en Égypte pour aller voir pour une première fois les pyramides d'Égypte. Et c'est de gros sous pour l'économie égyptienne. Il y en a qui iront en Égypte, non pas pour voir seulement les matchs, mais pour aller faire du tourisme, pour aller faire un peu... Et ce sera l'occasion aussi de faire du tourisme culinaire. Voilà, pour aller goûter aux délices des plats égyptiens. Donc, c'est beaucoup de restaurants qui vont recevoir beaucoup de clients qui vont venir donc, des pays participants de cette compétition-là. Donc, in fine, c'est beaucoup de devises qui seront générées donc, au cours de cette année. Donc, lorsqu'on voit dans l'ensemble de tout ce que le sport peut apporter, je crois que c'est devenu un véritable vecteur de développement et tous les pays au monde entier s'emploient à ce que le sport aille de l'avant, le sport devienne de véritables devises, sinon accorde assez de devises donc, à l'économie nationale. Et lorsqu'on voit un peu aujourd'hui ce qui se passe dans notre pays, je crois qu'on va y revenir dans la suite. On va y revenir. Mais déjà, l'Égypte, en acceptant d'organiser une telle compétition, est-ce qu'on lui donne de l'argent pour organiser, pour les infrastructures, les stades, les routes et tout ça? Est-ce que l'Égypte reçoit de l'argent pour mettre tout ça en place? Ou c'est juste le budget national? Vous savez, l'organisation d'une compétition de l'envergure de la Coupe d'Afrique des Nations répond à des règles. Il y a un cahier de charges que la CAF, qui est organisatrice de l'événement, en fait, c'est la compétition appartient à la Confédération africaine de football. Mais la CAF vous délègue un pouvoir pour l'organiser, mais la CAF ne met pas à votre disposition un budget pour l'organiser. C'est chaque pays, en fonction de ses capacités, en fonction de ses moyens, qui décide volontairement, en soumissionnant à l'appel à candidature de la Confédération, qui décide donc d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, c'est vrai qu'a priori, on peut se demander quel intérêt un pays a décidé d'aller mettre beaucoup d'argent, parce que quand on parle de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas une affaire de petits millions, c'est une affaire de plusieurs... vous l'avez dit, ça va se jouer sur 6 stades. Ça va se jouer sur 6 stades, c'est une affaire de plusieurs millions de francs CFA. Un gouvernement qui décide de se lancer dans une pareille entreprise, c'est parce que ce gouvernement-là sait qu'après, il y a un retour sur investissement. Moi, je voudrais quand on parle spécialement du cas de l'Égypte, situer un peu le contexte. L'Égypte aujourd'hui, c'est un pays, ou du moins l'Égypte, c'est un pays qui a tout le temps basé son économie sur le tourisme. Le tourisme a une place de choix dans l'économie égyptienne. Mais depuis la révolution du jasmin, le printemps arabe, comme on l'a dit, on va aller vérifier un peu les chiffres, on a vu que le tourisme a baissé en Égypte. Donc il n'y a pas meilleur moyen que l'organisation d'une compétition de l'envergure de la Coupe d'Afrique des Nations pour relancer totalement le tourisme, la machine de tourisme, parce que les touristes qui avaient peur de venir en Égypte pour des raisons de sécurité, si avec ce qu'on a vu au lancement de la CAN, la compétition se déroule avec toutes les conditions sécuritaires qu'il faut, eh bien, l'Égypte gagne en fait encore en termes de notoriété sur le plan du tourisme. Moi, je me rappelle les chiffres sortis de la CAN 2013 organisée par l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a eu une hausse de près de 3,6%. En termes de nombre de fréquentation des touristes dans le pays. Donc tout ça, c'est l'impact. Et n'oubliez pas qu'avant d'organiser la CAN en 2013, l'Afrique du Sud avait déjà organisé le Mondial 2010. Donc tout ceci mis ensemble
a permis au pays donc de relancer son tourisme. Économie. Et il ne faut pas oublier qu'au-delà de ça, il n'y a que les infrastructures qui sont mises en place pour l'organisation de la compétition demeurent. Après la compétition, on ne part pas avec pour exactement d'autres fins. Alors, mais que gagnent les équipes qui participent à une telle compétition? Ils gagnent de l'argent aussi? Beaucoup de millions et beaucoup de milliards. Là, on parle en CFA ou en euros ou en dollars? Oui, on parle en CFA, on parle en dollars et puis on parle en euros. Si on prend 2015, où on a organisé la Coupe d'Afrique des Nations, je crois le pays qui l'avait remporté était parti avec 1,5 million de dollars. Aujourd'hui, on a progressé en termes de ce que l'équipe championne peut gagner à la fin donc, de cette compétition. On est passé de 2015 à 2017, on est passé à un pourcentage de 166% d'augmentation, de hausse par rapport à l'équipe qui sera championne. On est passé à 4 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent pour l'équipe championne. Et aujourd'hui, on a augmenté et on est à 500 000 dollars en plus des 4 millions de dollars. Donc l'équipe qui va remporter la CAN 2019 aura 4,500 000 dollars. Ce n'est pas rien. Ça fait 2 milliards et plus de francs CFA. Et je vous le dis, c'est aussi une opportunité pour ces équipes qui participent et qui vont peut-être s'arrêter au premier tour. Je crois que c'est plusieurs millions de dollars aujourd'hui. En termes de chiffres, on peut déjà se baser sur ce que la CAF a promis. 347 millions, ce n'est pas petit. Bon, on ne sera pas un oiseau de mauvais augure, mais si aujourd'hui un pays comme l'Afrique du Sud ou bien le Nigeria qui participe à cette compétition ou bien le Cameroun qui, il y a de cela quelques jours avant donc l'entame de cette compétition, il y avait de petits problèmes. Si cela amène le Cameroun dans notre poule à se passer donc de la compétition, le Cameroun partirait avec au moins 347 millions. Mais c'est bon pour nous. Hein? Non, c'est une très bonne chose. Le Bénin a le moral au top. Oui, c'est une très bonne chose. Donc, lorsque vous passez d'une étape à une autre, il y a encore beaucoup de capitalisation et, in fine, vous vous retrouvez. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup de millions qui sont remportés par ces équipes participantes. Venance. Oui, moi, c'est vrai, Étienne a sorti un peu les chiffres. Oui. C'est vrai qu'à notre échelle, c'est beaucoup d'argent. Mais pour un État, quand on voit un peu sur ce plan spécifiquement, l'investissement qui est fait par les États avant que les équipes ne se qualifient pour la Coupe d'Afrique des Nations, je pense que quand on fait la balance, c'est une balance totalement déficitaire. Oui, bon, c'est normal puisque les infrastructures qui sont érigées restent dans le temps. C'est tout à fait normal. Je vais aller un peu plus loin dans mon explication et très rapidement, si vous le permettez. Prenons l'exemple du Bénin. Il y a eu 6 journées les éliminatoires. Le Bénin a dû voyager 3 fois et on sait qu'un seul match des écureuils, sans trahir un secret, c'est à peu près 350 millions de francs CFA que cela coûte à l'État béninois. Alors, lorsque vous faites ça pendant 6 journées et que vous vous qualifiez, vous allez à la CAN avec un budget d'à peu près plus de 3 milliards de francs CFA et que vous sortez au premier tour pour avoir comme cagnotte 340 et quelques millions de francs CFA, vous voyez que... Mais attention, au-delà de ces chiffres, c'est que là où vous gagnez, c'est dans la visibilité. Tout à fait. La visibilité. Et je pense que ça, ce n'est pas des choses quantifiables. Parce qu'aujourd'hui, on a vu lors de sa préparation, le Bénin est allé se préparer au Maroc. On a parlé du Bénin un peu partout au Maroc. Le Bénin va jouer face aux champions d'Afrique en titre, le Cameroun. Donc tout ça, ça rapporte et c'est sur le long terme que petit à petit les États arrivent à rentabiliser, parce que ça donne de la visibilité à votre pays. Ça permet de mettre la lumière sur le pays et à l'arrivée, donc ça attire des investissements, que ce soit dans le domaine du tourisme et autres sur le pays. Et je pense que si on veut s'en tenir seulement aux chiffres, aux palpables, ce qu'on gagne immédiatement, on ne peut pas voir clairement
l'effet que ça assure. Alors, on va parler du Bénin qui participe à cette compétition. Je crois que c'est la 4e participation du Bénin. Alors, qu'est-ce que le Bénin gagne? Vous l'avez évoqué, hein, mais au plan local, c'est vrai que les écuries sont là-bas. Au plan local, qu'est-ce que l'économie locale gagne avec une telle compétition, Étienne? Avec une telle compétition, je crois qu'on y gagne assez. Parce que il y aura dans les bars des écrans géants ou bien des télévisions. Les gens seront poussés, non pas pour aller voir seulement les matchs du Bénin, mais les matchs de toutes les équipes qui participent donc à cette compétition. Donc, c'est beaucoup de sous que cela va générer aussi au pays. Et je voulais vous dire tout simplement que ces buvettes ou bien ces bars, ces bistrots que nous voyons paient aussi de l'impôt. Donc cela va impacter sur l'économie du pays. Quand aussi. On sait que le client, quand il vient s'asseoir, il va consommer forcément, voilà. Il va manger forcément. Voilà, donc c'est très important et pour les restaurants et un peu de tout. Je crois que c'est très important pour ce que notre pays va gagner au plan interne. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous participons à cette compétition et que des maillots ont été conçus par des firmes, par des sociétés, et par des Béninois qui sont derrière leurs équipes. Donc beaucoup sont derrière la sélection nationale et s'approvisionnent et prennent ces maillots-là, ne serait-ce que pour être de cœur avec la sélection nationale. Donc c'est beaucoup d'argent aussi que cela va générer à tous ces consommateurs et à tous ces vendeurs. Votre avis, Venance? Oui, je partage totalement l'avis d'Étienne. C'est vrai que chez nous au Bénin, le secteur n'est pas encore totalement organisé. Le secteur parle de la vente des maillots et autres. Oui. Mais cela n'empêche, le mardi, le Bénin joue son premier match face au Ghana. Faites un peu le tour de Cotonou et des autres villes du Bénin. Vous verrez que les gens instantanément vont se mettre en jaune. Les gens instantanément vont s'habiller aux couleurs des écuries. Tout ça, ce n'est pas des choses qu'on ramasse. Ça s'achète. Et dès lors que vous déboursez de l'argent pour aller acquérir des maillots, des écharpes, des gadgets à l'effigie de l'équipe nationale, vous contribuez déjà à booster l'économie. Et puis après, il a parlé de tous ces bars qui, pour remplacer son vidéoprojecteur, qui, pour faire ceci et autres, il y a de ces petites dépenses qui, impact mis ensemble, apportent un plus. Alors, on va parler un peu de l'accompagnement du gouvernement en quelques minutes, parce qu'on n'a plus beaucoup trop de temps. Le gouvernement a sorti un communiqué récemment, a mis près d'1 million à disposition pour ceux qui voudraient aller soutenir l'équipe là-bas. Alors, pensez-vous que ce soit suffisamment motivant? Oui, je pense que c'est une très bonne chose. C'est d'ailleurs une première dans notre pays. Le gouvernement a déjà contribué à faire voyager les groupes organisés des supporters des écuries. Mais c'est en dehors de ces groupes que le gouvernement dit, s'il y a des Béninois qui délibérément ont choisi de voyager, d'aller en Égypte pour soutenir l'équipe nationale, nous on leur apporte un soutien. Il suffit que ces gens puissent prouver qu'ils ont un billet d'avion, ils ont réservé un hôtel, ils ont le visa. Le gouvernement leur apporte un accompagnement. Donc, c'est une façon de pousser les Béninois, ceux qui ont un peu de moyens, à faire le voyage, se déplacer pour aller supporter les écuries. Et moi, je pense que ça aussi, c'est une bonne chose parce que c'est de l'investissement qui se fait et avec l'espoir qu'il y aura un retour sur cet investissement. Étienne, vous êtes d'avis avec Venance quand il parle de cet investissement qui devrait être capitalisé aussi? Évidemment. Lorsque vous voyez un peu dans le cercle de ces pays qui participent à la CAN, je ne pense pas qu'il y ait un pays qui participe et que l'État décide d'accompagner le citoyen lambda. En lui donnant une enveloppe pour dire, voilà, si tu as déjà ton billet d'avion, si tu as déjà ta chambre d'hôtel là-bas, je te donne tel nombre de millions pour aller donc supporter l'équipe à la CAN ou bien dans cette compétition-là. Donc aujourd'hui, franchement, il faut remercier le gouvernement du président Patrice Talon qui met énormément dans le football. Aujourd'hui, on est passé d'1 million, 3 millions à plusieurs millions au niveau de la subvention, au niveau des fédérations. Aujourd'hui, au niveau donc de notre football, c'est beaucoup de millions, beaucoup de milliards qui sont en train d'être mis dans cette affaire-là pour booster, parce que le gouvernement s'est dit, dans mon PAG,
dans mon programme d'action de gouvernement, je veux axer aussi ma politique sur le développement du sport parce que le gouvernement sait qu'aujourd'hui, le sport en général génère des devises. Le sport aujourd'hui est devenu une industrie dans le monde. Et lorsque vous participez donc à l'éclosion du sport dans votre pays, sûrement, vous avez le retour sur investissement. Donc aujourd'hui, ce n'est pas anodin de voir ce gouvernement-là dit aux Béninois qui ont déjà leur chambre là-bas, qui ont déjà leur billet d'avion, le visa, je vous donne 1 million de francs CFA. Je crois que ce n'est jamais arrivé dans notre pays et il faut saluer le gouvernement du président. Merci, chers confrères. Il faut saluer cette décision du gouvernement qui fait beaucoup d'efforts pour accompagner l'équipe nationale et qui met les moyens pour que le Bénin puisse également sortir parmi les pays phares en termes de sport. Merci, chers confrères. Venance Agoropressi, vous êtes de la Radio Nationale. Vous étiez avec Étienne Yémandier du quotidien Le Matin. Souhaitons bonne chance à nos écureuils. Bonne chance et on demande à tous les téléspectateurs d'être branchés sur la télévision nationale parce que là, on a parlé de l'accompagnement du gouvernement. Ceux qui n'ont pas la chance d'aller en Égypte, eh bien, le gouvernement accompagne le RTB pour leur permettre de suivre les matchs. Beaucoup de pays n'ont pas eu ce privilège, il faut l'avouer aussi. Merci beaucoup. Comme on le dit, le RTB, c'est pas sans vous. Ici, nous continuons et place à présent au dossier de la semaine. Au Bénin, la culture de l'ananas rapporte assez de revenus pour le producteur, mais aussi pour le trésor public. À la date d'aujourd'hui, le Bénin produit 400 000 tonnes. L'ambition est de porter à 600 000 tonnes et l'exportation à 12 000 tonnes par an d'ici 2021. Est-ce possible? Comment surmonter les difficultés inhérentes à la survie de cette filière? Je reçois un agroéconomiste pour en parler, mais avant, suivons cet élément. Bon, je n'ai pas encore trouvé de solution, mais on a modifié un peu le programme pour que l'arrivage prochain, au lieu de que ça soit mardi, c'est lundi. Les affaires semblent reprendre pour Jean-Xavier Satola. J'étais en appel avec un client. Oui, il fait donc du fruit frais dans toutes les provinces de la France et dans les autres pays européens. Ces appels commerciaux venus de loin, il en a presque perdu l'habitude. Ses clients aussi, depuis l'embargo béninois. Quels étaient ses soucis? Le client veut savoir si effectivement nous avions repris, qu'ils attendent pour voir ce que nous allons produire comme résultat après notre hibernage pendant tout le temps. Absence due au non-respect des 2 grammes d'étéfon par kilogramme d'ananas, seuil européen autorisé aux produits qui jaunit le délicieux fruit au goût du client occidental. C'est coloré jusqu'au plumet. Dépassement sanctionné par le gouvernement béninois en décembre 2016. Aujourd'hui, l'interdiction d'exportation est levée après 9 mois de mise aux normes. Là, vous êtes sûr là actuellement que vous voulez envoyer de l'ananas aux normes, aux qualités internationales, aux standards internationaux? Bon, pour la qualité sanitaire, le laboratoire a déjà fait son analyse et nous sommes largement inférieurs à 2. L'embargo a été vécu comme une potion amère pour les acteurs de l'ananas béninois. Ça a été pour eux un véritable cataclysme. Les exportateurs, pour préparer la saison de décembre, qui est la plus grosse saison de l'année, prenaient des dettes vis-à-vis des banques pour acheter à l'avance des cartons. Ils prenaient des dettes pour préfinancer les producteurs. Ils prenaient des dettes déjà pour assurer le transport des ananas. Autre infortune pour l'ananas du Bénin, ses concurrents internationaux lui ravissent les places vacantes. Ils sont ghanéens, ivoiriens, togolais et surtout costariciens. Le Bénin a failli disparaître du marché de l'exportation de l'ananas du Bénin. Plus jamais ça, mot d'ordre des producteurs béninois de l'ananas qui ont cherché et adopté de nouvelles pratiques vertueuses, comme ici, chez le leader. Il y a beaucoup d'étapes que nous brûlons et qui constituent les bonnes pratiques agricoles au niveau donc, du conditionnement et qui peut nous permettre de réduire le taux résiduel de l'étéfon contenu donc, dans l'ananas. D'abord, les femmes qu'on appelle les porteuses qui amènent les fruits du champ. Ceux qui répondent aux normes sont mis au niveau donc, de bacs de trempage. Ils sont trempés. Après le trempage, ils sont brossés. Après le brossage, ils sont rincés et mis au séchage.
Ces différentes opérations nous permettent, après l'analyse, on trouve qu'on est à 0,4. Alors que le seuil fixé, c'est 2 mg. Est 2 mg par kilogramme d'ananas. Vous êtes parfaitement aux normes et même ça dit que, en avance sur les exigences. Désormais, rigueur du gouvernement et discipline des acteurs autorisent à nouveau l'exportation. Mais reconquérir ces places perdues en Europe n'est pas aisé pour l'ananas du Bénin. Vous l'avez compris, le développement de la filière ananas est une préoccupation nationale et donc le défi est grand pour atteindre l'ambition d'ici 2021. Et je reçois ce matin Dr Winsou Dedewanou, maître de conférence et agroéconomiste. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. Vous allez bien? Je me porte bien. Alors l'ananas comme filière phare pour impulser le développement de l'agriculture béninoise. Y a-t-il pas mieux? Merci pour la question. Je vous remercie. Et je remercie aussi vos téléspectateurs qui nous suivent. Vous avez raison, parce qu'il y a une flopée de filières et l'homme non averti peut se demander pourquoi a-t-on choisi juste cette filière. Je vais d'abord axer ma réponse sur au moins 3 niveaux. Premier niveau, c'est un peu faire l'historique de l'ananas. Effectivement, l'ananas, dans les années 90, n'était pas encore exporté en tant que tel. Et on trouve à peu près 0,2%, représentait 0,2% du PIB agricole. Mais déjà, en 2006, ceci a évolué pour atteindre un niveau de 4,3%. 4,3%. Et ça a encore progressé un peu plus. Et en 2013, on était déjà à 6% du PIB agricole. Et quand nous prenons les statistiques de 2016, l'ananas a pu apporter comme recette douanière dans le secteur agricole 18% de ces recettes. C'est beaucoup d'argent. Cela veut dire qu'il y a une évolution progressive. Et l'ananas est devenu une culture d'avenir. Voilà déjà pour l'historique. Sur un deuxième plan, c'est déjà la consommation locale. Nous l'avons vu venir. C'est-à-dire que le Béninois, à un moment donné, a commencé par consommer. Ce qui a permis de créer une demande locale suffisante pour soutenir les producteurs. Et quand vous atteignez un seuil donné, on ne peut qu'exporter. Tout à fait. Parce qu'on a déjà satisfait la demande locale, alors le reste sera vendu à l'extérieur. Voilà déjà le deuxième axe. Maintenant, sur le troisième axe, je voudrais raisonner en termes d'exportation et la compétitivité sur le plan international, régional et international. Donc l'ananas béninois est demandé par plusieurs pays. Mais l'ananas est demandé autant et pourtant les zones de son développement sont quand même au Bénin. On connaît une urbanisation sauvage. Les terres ne sont pas forcément, ou plutôt les terres sur lesquelles on cultive, on se retrouve après à les utiliser pour des constructions ou pour d'autres activités. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Effectivement, il y a cette compétition entre l'urbanisation et la culture de l'ananas, puisque l'ananas est beaucoup plus situé sur le plateau Alada, donc partant de Abomey-Calavi, comme la commune d'Abomey-Calavi, jusqu'à la hauteur de Zé, de la commune de Zé. Et vous voyez, c'est là que l'ananas est cultivé et a vraiment une bonne assise. Effectivement, ce problème se pose. Mais nous avons noté par le passé qu'au-delà de la multiplication des superficies qui ont passé des années 90 à plus de 300% d'augmentation au cours des années 2000, le rendement n'a pas suivi. Donc en réalité, si nous
allons vers la productivité de l'ananas et nous travaillons un peu plus sur le côté technique, des itinéraires techniques de l'ananas, nous pouvons un tant soit peu augmenter la production sans chercher à augmenter nécessairement les superficies. Donc voilà les possibilités qui s'offrent à nous. Alors, mais il y a un autre problème qui se pose souvent, c'est l'accès au crédit. Il y a de petits producteurs qui n'ont pas forcément les moyens qu'il faut, parce que l'ananas, c'est beaucoup de moyens quand même. C'est sur des hectares que cela se cultive. Également, merci pour cette question. Effectivement, ce problème est un problème lié à l'orientation choisie au Bénin pour encadrer les producteurs. Il y a une orientation un peu vers les petites exploitations familiales. Mais pour le réussir, c'est le secteur public qui peut s'investir. En quoi faisons ? Puisque je voudrais faire un raisonnement un peu et essayer de contourner la chose pour vous démontrer que à ce stade où le privé est le secteur qui est le plus visé pour l'ananas, ça va être très difficile de réussir un encadrement par le secteur public. Voilà le problème. Parce que les petites exploitations demandent beaucoup d'énergie pour l'encadrement. Alors que dans notre pays, nous avons voulu éviter les grandes plantations, c'est-à-dire déposséder les petits exploitants pour créer de grandes plantations. Mais ce qu'on peut faire en retour, c'est peut-être amener les grands planteurs à encadrer les petits, bien entendu en faisant en sorte que l'État garde un regard sur la chose pour que ces petits exploitants ne soient pas exploités à tort par les grands exploitants. Donc voilà ce que nous créons. Mais c'est vers cette orientation que nous devons évoluer, surtout pour l'ananas. Parce que l'État n'a pas les moyens de disperser beaucoup d'énergie à encadrer les petits exploitants. Des gens qui ont moins de 0,2 hectares d'ananas, mais qui veulent placer aussi leur ananas sur le marché. Mais comment les encadrer? Comment leur montrer comment s'adapter aux normes? Ce n'est pas du tout facile. Déjà, avec les grands exploitants, ce n'est pas facile. Mais si on arrive à réussir à inculquer les normes et leur adaptation aux champs, aux grands exploitants, quitte à eux d'encadrer un certain nombre de petits exploitants, je veux dire, et relever le niveau de productivité et de qualité également. Voilà ce que moi je propose. Alors la production est une chose. L'autre chose, c'est également la conservation de cet ananas. Il paraît que c'est quand l'ananas est frais que c'est bien consommé. Ce problème se pose. Voilà un problème également parce que l'ananas est un produit très périssable. Oui. Donc, entre la cueillette ou ce qu'on peut appeler la récolte et la consommation, il doit y avoir un temps donné. Le temps est précis. Et donc, le temps joue contre le producteur lorsqu'il commence par faire sa récolte. Mais ce qui importe ici, c'est l'organisation mise en place. Je vous assure que si une bonne organisation est mise en place dans un environnement institutionnel adéquat, tout cela est possible. Et je crois, si vous me en donnez le temps, je vais m'éterniser un peu sur l'organisation. Parce qu'il y a deux maillons importants de l'organisation. Il y a d'abord l'environnement international, les prix sur le marché, les normes exigées par les uns et les autres. Il y a également le pays. Il y a le gouvernement qui est un acteur important avec ses règles et régulations. De l'autre côté, on peut avoir les associations d'acteurs dans le secteur. Et tous ceux-là doivent avoir des objectifs institutionnels.
comme objectif institutionnel, ce qui est souvent suggéré, premièrement, c'est une augmentation des surplus pour tous les acteurs. Deuxièmement, c'est quand même une certaine équité dans la distribution, de ces surplus-là. Quand tout le monde va converger pour atteindre ces deux objectifs que je viens de citer, et que tout le monde adhère pleinement et sincèrement à ces objectifs, tout est joué. Avec un rôle, bien entendu, une définition correcte des rôles des uns et des autres, et le rôle de l'État régalien qui est là pour surveiller si il n'y a pas un prédateur parmi les acteurs. Voilà comment ça devrait se passer. Alors, il y a quelques années, on a connu un véritable problème dans le secteur de l'ananas avec le pesticide Etéfon, je crois. Est-ce que aujourd'hui... C'est pas un pesticide, s'il vous plaît. Ah, d'accord. C'est seulement un produit qui est utilisé pour la maturation de l'ananas. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça a posé un problème. L'ananas béninois a été retiré du marché international. Est-ce qu'on est à l'abri aujourd'hui que cela ne pourrait plus se reprendre? Ça ne pourra plus. Je peux déjà l'affirmer. Pourquoi? Parce que le privé n'a aucun intérêt à ne pas vendre son ananas et aussi à ne pas respecter ses engagements. C'est quand vous allez chercher à mélanger tout ceci, le privé, les intérêts privés avec les intérêts publics, que parfois ça ne donnera pas le résultat attendu. Mais le privé, c'est clair, je peux vous l'assurer, il n'a aucun intérêt à déroger à ses engagements. Et il connaît maintenant ses engagements, il connaît les itinéraires techniques pour éviter d'avoir cette taux élevé de substances chimiques dans le produit. Donc, comme il le connaît, il s'exercera à les respecter. Alors, pour se positionner sur le plan international, comment le Bénin devrait-il s'y prendre? On a juste quelques minutes. Pour ce qui concerne le plan international, le Bénin n'a pas grand-chose à faire. Il suffit que les premiers produits, après l'arrêt de l'exportation, que les premiers produits satisfassent les normes et les desiderata des consommateurs européens pour que, de bouche à oreille, tout le monde soit informé que l'ananas béninois est revenu sur le marché parce que très apprécié. Merci à vous, docteur. Merci. Vous avez dit l'essentiel. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, je remercie tous les acteurs du domaine et du secteur de l'ananas et je les prie vraiment de se mettre ensemble pour pouvoir s'organiser et relever ce défi. C'est un grand défi pour notre pays et c'est de l'économie du pays qu'il s'agit. Merci beaucoup, Dr Ouensou Dedewanou, maître de conférence agroéconomiste. On retient que l'ananas est un gisement d'emploi et de valeur ajoutée pour l'économie nationale, mais que le suivi et l'accompagnement technique des producteurs, le contrôle de qualité des produits ainsi que les actions de promotion de l'ananas sur le plan international sont indispensables pour assurer la survie de la filière ananas. C'est tout pour Week Echo de ce jour. Merci de rester avec nous. À bientôt.